un jingle d'émission qui vous donne le peps. Ben, bonjour tout le monde, bonjour mes chers fidèles téléspectateurs qui certainement être de plus en plus nombreux, d'après ce que j'apprends de vos interventions auprès de moi, auprès de mes amis, sur l'émission, et puis sur la chaîne en général. Mais enfin, on est là aussi pour faire une émission. Comment ça va, Daniel? Ben, ça va très bien. La semaine s'est bien passée. Ben, c'est une bonne chose. Il ne faut pas bouder son plaisir. Quand les choses vont bien, c'est une chose. Et ce qui m'a marqué dans la semaine, enfin, il y a plusieurs choses, mais ce que je retiens, Une chose gay, une chose gay. oui, non, oui, parce que même si c'est quelqu'un qui n'est plus là, Camille Darcière, parce que ça fait 15 ans qu'il est parti, mais c'est un homme qui avait une vision et une pensée qui était tellement acérée que je me suis dit, ça fait du bien de penser à lui en ce moment, parce que je crois que ça nous est utile, et on a ses écrits, donc par conséquent, on peut se référer à ses écrits. Donc ça m'a fait plaisir de penser à lui, et de le dire, parce que je pense qu'il est important de penser aux gens qui nous ont marqués. D'ailleurs, je pense qu'après Marcel Manville, à notre prochaine émission, on pourra parler de la pensée de Camille Darcière. Et ce qui me brûle le bout des lèvres de dire sur lui, je le garde. D'accord, pour la prochaine fois. Voilà. Ça va, Nadia? Ça va bien. Toute belle, tout sourire. Ah, c'est gentil. Toute lumière. Oui. Bientôt les vacances. Hâte. Mais surtout, moi, j'avoue, pour la première fois, j'ai voté pour Miss Martinique. J'étais vraiment heureuse. J'ai trouvé qu'elle était magnifique. Enfin, bon, voilà. Et puis, c'est la fin d'année, les avances sont arrivées. C'est la bonne humeur. La température a changé. Enfin fraîchie. Et voilà, oui, donc ça va bien. Il faudra qu'un jour, tu présentes aux téléspectateurs la photo d'Oscar, ton petit chien. Oui, volontiers. Il est concours. Il a vu le vétérinaire qui a dit, mais c'est un chien de concours. C'est un chien de concours, tellement il est beau. Oui. C'est un étalon, je précise. Bon, mais c'est bien d'en parler de nos enfants, d'en parler de nos chiens, d'en parler des gens que nous aimons. Bon, ben on pourrait quand même passer on fait une émission, on passe à l'actualité. On va parler de Paris, la ville lumière, la grande ville, la ville de la civilisation. Et pour un aspect un petit peu négatif, parce que pourquoi Paris? Pourquoi parler de Paris? Parce que, mais savez-vous que les Anglais, ils parlent de United Kingdom, UK, et tu discutes avec un confrère de Sainte-Lucie de Dominique, il te dit, où allez-vous, où vas-tu en vacances? Tu le dis en anglais, naturellement, il faut comprendre. Et il te dit, do you go to UK? Alors, il faut réfléchir, parce que UK, la première fois que tu es en UK, tu ne sais pas ce que c'est. Et puis, il t'explique qu'il va au Yorkshire, etc. Parce que pour lui, c'est ça sa culture. Nous, notre culture, on va à Paris. Ouais. Mais Paris, qui a des prévisions budgétaires 2002, qui porte sa dette à 7 milliards d'euros. C'est costaud. C'est vertigineux. À la fin de l'année prochaine. En 2013, la ville était endettée à hauteur de 3,6 milliards d'euros. Entre 2013 et aujourd'hui, la dette a explosé avec une progression de plus 94,6%. D'abord, je remarque que Mme Hidalgo, qui est à la tête de ce navire, elle a du tout peur. Elle a peur de rien. Elle a peur de rien du tout. D'ailleurs, je pense il y a un Hidalgo bashing qui a commencé sur les ondes, et dans la presse, la pauvre, on lui aurait fait étendre. J'espère que notre ami Audrey Pulvar ne va pas souffrir un petit peu de la défaite de ton image ne sera pas ternie, de l'assombrissement de sa leader, Mme Hidalgo. Enfin, de toutes les façons, ce que je dis chaque fois que je parle de Paris, je dis que c'est notre ville, parce que plus je regarde cette ville, plus je regarde sa richesse, plus je regarde son architecture, plus je regarde ses aménagements intérieurs, ses musées et autres, je me dis il y a beaucoup d'indigo, il y a beaucoup de bénéfices du cacao, il y a beaucoup de bénéfices de la canne à sucre, de tout ça. Et bien c'est notre ville, parce que nous faillit. Et puis il faut parler de Paris, parce que Paris 2024, le comité olympique qui a dévoilé encore une innovation magnifique que fera la France, qui a dévoilé le projet de cérémonie d'ouverture des Jeux, qui va se passer sur la Seine. Sur la Seine. Et de toutes les façons, dans le projet Paris 2024, c'était bien de mettre la ville au cœur de tous les événements. Utiliser les fameux espaces emblématiques de Paris, Tour Eiffel, Champ de Mars, etc., comme espace pour les différentes disciplines sportives. Donc c'est vraiment, il faut parler de Paris. Non, pas trop, puisque vous savez qu'il y a des gens qui vont dire mais il y a aliéné, c'est Muntala, parler du Macouba, parler du... Mais on en parle aussi, Macouba, compétition internationale de surf. Je vais te parler d'une chose très très locale, très locale. Ce sont les pillages, les gendarmes saisissent des objets volés qui partent
en Yole vers Sainte-Lucie, des chargements nocturnes dans le sud, à Rivière-Salée, aux Anses d'Arlé. Et puis j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu malheureusement que certains disent qu'il y a des gangs Sainte-Luciens ici. Jusqu'à ce que j'ai le dossier, comme j'aime bien dire, je vais me méfier de ces histoires de gangs Sainte-Luciens qui auraient opéré ici et qui seraient auteurs de ça. Il y a des gangs tout court. Il y a des gangs tout court. Il y a des gangs tout court. Des gangs avec Panaché, des Martiniquais, hybrides, des mixtes, Saint-Luciens, etc. Mais il y a des gangs. Ouais, mais j'ai vu sur une chaîne voisine et amie, un célèbre journaliste avec qui j'avais sévi dans le temps, faire un sujet sur le fait qu'il y a des gangs Saint-Luciens sur la ligne. J'ai dit, mais arrête, mon cher. Non, il ne faut pas minimiser, attention. Non, je ne dis pas qu'il faut... Il y a des gangs. Il y a des gangs. Non, mais il faut pas tu focalises sur une... Je suis sûr qu'il n'y a pas d'enquêteur dans cette chaîne. Il n'y a pas de dossier ouvert, il n'y a pas de dossier. Je sais donc que c'est un senti, c'est un vécu, en affirmant péremptoirement qu'il y a des gangs, c'est porter atteinte à l'équilibre difficile qu'on a d'une communauté. On a déjà assez de problèmes. Un rappel des médecins martiniquais, Daniel ? Oui, alors je crois que tout le monde a peut-être entendu. Je ne suis pas sûre que chacun se soit imprégné du fait que la 4e vague n'est pas terminée et que la 5e vague vient dans la foulée. Donc les médecins, en fait, ils attirent l'attention, d'une part sur le fait, la nécessité de maintenir les gestes barrières, de porter les masques partout, d'avoir des distances, d'utiliser du gel, de ne pas faire de trop grandes réunions, sur le fait que pour le moment, la seule prévention, c'est le vaccin, sur le fait que dans le protocole sanitaire reconnu scientifiquement, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de traitement qui soit encore trouvé. Donc cet appel des médecins a été relayé par une autre tribune qui est parue récemment. Hier, des médecins du CHUM pour dire, en appelant à la responsabilité des Martiniquais, en disant, écoutez, pourquoi ? Parce que l'hôpital ne va pas pouvoir accueillir les gens. C'est-à-dire que Ne peut pas déjà. Oui, ne peut pas déjà. Par rapport à la situation de juillet où la France continentale était, elle, dans une période de baisse, donc on pouvait compter sur l'apport de soignants, ça ne sera pas possible. Et donc, et en plus, les médecins, pour certains, ils sont très fatigués, ils sont démoralisés. Moi, je crois qu'il faut vraiment faire appel au sens civique. Moi, je crois que c'est un mot qui n'est pas dépassé, dont il faut retrouver le sens et l'intérêt pour tout le monde, et je crois qu'il faut essayer d'écouter ce que disent les médecins. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut que surtout nous ayons le courage et nous, et la force et la volonté de ne pas abandonner la raison, la sagesse, et puis de faire remarquer que ce sont des médecins de famille, quoi. Ce sont des médecins de famille, aux médecins en qui nous avons toujours cru. Pour soigner nos bobos, nos plaies, nos grippes, nos petites maladies, nos appendicites, qui nous le disent. Je ne vois pas brusquement pourquoi on va se méfier d'eux. Ouais. Alors, prenons-le au premier degré. Quoi. Gardons la confiance. De Tourir, fait des gens comme ça que l'on connaît, même des médecins à la retraite qui sont revenus nous dire, mais écoutez les enfants, soyez sages, soyez raisonnables. Bon, et puis je crois que si, à la limite, je deviens plus tolérant, vous ne voulez pas vous vacciner, mais soyez excessivement rigide sur les gestes barrières, sur l'hygiène, sur la distanciation. Et ce n'est pas le cas, parce que je vois les gens qui militent contre le vaccin et qui manifestent. D'ailleurs, on le voit bien, on voit que la conférence décidée, les ateliers proposés sont arrêtés parce que ce sont ces gens-là qui braillaient, qui parlaient fort contre le vaccin et qui sont là pour moitié, qui sont même certains d'entre eux, paraît-il, je ne sais pas le dossier, fais attention, serait, paraît-il, en réanimation. Alors bon, on va être raisonnable à certains moments, sinon on va vraiment regretter après. Donc, mais ça sera trop tard. Ne vous vaccinez pas, mais soyez très, très, très strict. Toutes les 72 heures, faites un test, faites des autotests. Faites attention, il y aura des fêtes bientôt, parlez pas à la bouche de l'autre, dans le visage de l'autre, mais comprenez que c'est un virus, quoi. Comprenez que c'est un problème qu'il faut qu'on règle. En affrontant le virus, on ne fait pas preuve de virilité. Voilà, bon, j'arrête parce que je suis trop lugubre. Pour entamer un sujet qui est un peu plus gai, c'est Miss Martinique, première dauphine de Miss France. Elle s'appelle Floriane Bascou. Elle est la petite sœur. Qu'est-ce qu'elle est belle! C'est ça qui m'a fait traiter le sujet. Quelle petite réussite! Elle est petite sœur du. Vous me permettez de faire mon sujet? Elle est petite sœur du médaillé olympique Dimitri Bascou. Elle est étudiante en première année de PASS. C'est la première année de médecine qui mène à tous les métiers de la médecine, aux métiers médicaux. Et elle veut devenir orthophoniste. Elle mesure 1m71. C'est grand pour une femme. Elle est une grande animatrice de cuisine et de voyage. On la dépeint comme calme, posée et réfléchie. Une jeune femme qui défend également la beauté,
au naturel, dit-on, puisqu'il y a aussi des photos, mais on ne les a pas, d'elle, avec sur Instagram. On a montré elle savait, regardez-moi ça un petit peu, qu'elle savait avoir des cheveux, ses vrais cheveux, quoi. Alors il semblerait qu'elle puisse concourir, soit Miss Monde, Miss Univers. Je connais mal la procédure. La Dauphine peut... Oui, oui, tout à fait, oui. Bon. Oui. Donc on n'a pas encore fini l'aventure avec ce petit bijou. Elle ressemble à mes filles, d'ailleurs. Voilà. Ok. Regardez ça, regardez ça. Elle est très jolie, mais tu as parlé effectivement des cheveux, enfin, 2 secondes. Effectivement, depuis quelque temps, on me dit dans mon oreille, excuse-moi, orthodontiste, pas orthophoniste. Orthodontiste. Il faudra qu'un jour on m'explique à moi la différence. Je vais répéter orthodontiste. Je laisse connaître la différence, rassurez-vous. Orthophoniste. Orthophoniste, c'est les oreilles. Orthodontiste, c'est les dents. Mais m'en savent. Allez, je t'en prie, parle. Non, je disais juste les cheveux, l'histoire des cheveux naturels. C'est vrai que depuis quelque temps déjà, les Miss des Outre-mer, parce que c'est surtout elles, peuvent concourir avec leurs cheveux naturels et non pas les cheveux... Et même au niveau international, Miss Univers, qui a été Miss sud-africaine, Afrique du Sud, avec ses cheveux cheveux Alors, naturels. j'ai diagonalisé, vu un petit sujet là, peut-être ce matin, que Miss Aquitaine, qui représente la région Aquitaine, c'est Bordeaux. Oui, Aquitaine, c'est Bordeaux, oui. C'est une métisse, etc., qui, elle, effectivement, présente ses cheveux. Et il semblerait que sa coiffure ait été ratée, parce qu'on a un peu aplati, on a essayé, un coiffeur est intervenu. C'est un coiffeur qui ne connaît pas le cheveu. Ah non, mais normalement, il y a 2 coiffeurs spécifiques cheveux. Waouh, quelle connaissance. Ah oui, non, mais... elle explique que sa coiffure était ratée. C'est pour ça que ses fans lui disent, mais c'est un peu plus aplati que d'habitude. J'ai dit, oh là là, nous sommes dans une problématique, mais la problématique capillaire est une problématique internationale reconnue. Mais vu le petit film dont tu as parlé, Vanille. Oui, exactement. C'était le sujet et c'est vraiment international. Et puisque tu as la parole, que tu me parlais beaucoup, et parle-nous un petit peu dans un petit jingle avant. Société, Willem Boom. Est-ce qu'il est possible de faire un flashback? C'est l'une des dernières de l'année. Faisons un petit flashback sur Macron, et puis on va revenir à la société. Nous mêlez. Les Calédoniennes, les Calédoniens ont choisi de rester français. Ils l'ont décidé librement. Pour la nation entière, ce choix est une fierté et une reconnaissance. Ce soir, la France est plus belle, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Ce dimanche, fidèles à la sagesse de nos aînés, nous franchissons ensemble une nouvelle étape. L'accord de Nouméa arrive à son terme juridique. La promesse du destin commun dont il était porteur n'a jamais été aussi tangible et doit continuer à nous guider. En ce 12 décembre, pour la 3e fois, les Calédoniens ont été appelés à se prononcer sur l'accès à la pleine souveraineté. Après les référendums des 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020, les Calédoniens se sont prononcés massivement contre l'accès à la pleine souveraineté et à l'indépendance dans un contexte de forte abstention. Ce soir, en tant que chef de l'État, garant de nos institutions, je prends donc acte solennellement du résultat de ces 3 scrutins. Il confirme la volonté exprimée par la majorité des Calédoniens de rester dans la République et dans la nation française. Françaises, Français, chers compatriotes de Nouvelle-Calédonie, la France est fière d'être votre patrie. Elle renouvelle ce soir pour vous son engagement à vous protéger, à vous accompagner, quelles que soient les circonstances. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République et vive la France.
Oui, sans trop de commentaires, je peux dire que même si nous n'avons pas de cuivre, que nous pouvons être rassurés parce que sur le plan de la géopolitique, ce que nous offrons à la France comme surface d'océan et puis la présence de je pense que si demain on faisait un référendum et qu'on votait non, qu'on aurait entendu la France est plus belle, la Martinique a dit non, la France est plus belle avec une Martinique, etc., etc. Alors ceux qui ont peur de dire, de demander d'être fiers, debout dans leurs bottes et de demander un petit peu de responsabilité, un petit peu d'effort pour travailler entre nous et puis etc., ben, qu'ils le fassent, il n'y aura pas quelqu'un là-bas qui va leur dire « Pan, allez, déo, indépendant ». Alors, nous étions sur un sujet qui est intéressant, Madame chère Nadia, c'est en cette époque de cris, de violence et de fureur, d'indépendance nationale. Et de crise sanitaire, moi j'avais jamais de envie de vous crise parler sanitaire, de câlin. un sujet rempli de tendresse, voici la durée idéale d'un câlin selon la science. C'est un sujet scientifique. Mais avant la science, il faut quand même savoir qu'il y a une journée internationale du câlin qui est le 21 janvier. Ça va brûler. Et oui. Et tout ça a commencé par un pasteur, Kevin Sabourney, dans l'Illinois, enfin bref, un endroit où il fait un peu froid. Journée nationale de... Internationale du câlin. C'est le 21 janvier. Journée internationale du Mais câlin. avant ça, dès 86, c'était en mars 86, ce pasteur, il a instauré la journée du câlin. Parce qu'il avait remarqué qu'après les fêtes et avant le 14 février, les gens étaient vraiment en profonde déprime. Et il s'est dit qu'il fallait, il fallait essayer de restaurer du lien humain pour faire remonter, rebooster un peu les personnes. Et donc il a instauré ça, c'est lui le premier. À la suite de quoi, plutôt dans les années, un peu avant les années 2000, il y a un jeune Australien qui un jour à l'aéroport, il n'y avait personne qui l'attendait. Et alors qu'il revenait chez lui, et il était profondément déprimé. Il s'est dit, ben non, il veut d'un câlin. Il regardait tous les gens autour d'eux. Sachant qu'en milieu anglophone, on a vraiment l'habitude du hug, on s'enlace pour se dire bonjour. On ne se fait pas forcément la bise, mais on s'enlace. Je vais aller vivre au milieu saxon. Ils ont, c'est le hug, le fameux hug. Et donc, il a décidé, avec une pancarte, en disant, il fait des câlins gratuits. Et à partir de ça, ça a fait florès, etc., jusqu'à l'instauration de cette fameuse journée. Et dès 2003, figure-toi qu'il y a un scientifique suédois, encore un endroit du froid et du noir, du sombre, il n'y a pas de lumière, qui a fait donc une étude pour apprécier les bienfaits. Enfin, un câlin, ça sert à quoi? Ça fait quoi? Un câlin, donc un hug. Ça fait quoi? Eh bien, écoute, les fameuses hormones du bonheur, je n'y retiens plus. Je sais qu'il y a la dopamine, l'ocytocine, yes, enfin toutes celles qu'on a aussi quand on mange du chocolat ou quand on fait du sport, paraît-il. Alors, je vous fais l'endorphine. Ensuite, la dopamine. Yes, ocytocine. Et l'ocytocine. Appelé si généralement... je viens quand on rassure, dis-moi un petit peu de dopamine, je me tourne vers toi, donne-moi un petit peu de cytocine, me repoussez pas. Et tu vas être plein de... vas arriver, monsieur, etc. Oui, mais au-delà de ces hormones de bonheur, ça fait quand même un câlin, ils ont bien observé que ça fait baisser la tension artérielle. Oui. Les enfants qui ont des parents qui s'embrassent et qui font des câlins grandissent plus. Ça apaise et ça repousse la cortisone, qui est l'hormone du stress. Ouais. Donc vraiment scientifiquement... Tu as dit pour la tension artérielle et le rythme cardiaque? Oui, ça, en gros, ça apaise. C'est terrible, ça. Ils sont allés jusqu'à étudier la durée d'un câlin, à quel moment un câlin est efficace ou pas. Donc, de toutes les façons, une étreinte, ça fait du bien. Il faut 10 minutes. Non, 10 secondes. À partir de 10 secondes, c'est vraiment le bon moment où... 10 secondes, c'est beaucoup. Plus de 3 minutes après, le corps s'en souvient. C'est-à-dire que ça fait un vrai bien fou. Ça a fait du bien. Comment dire, à l'hôpital, il peut avoir un Ils font ça dans les services de néonatalité. Oui. Ah oui. Il y a des câlineurs. Ça veut dire qu'ils prennent les bébés et puis qu'ils les câlinent. Ils portent les bébés, ils les portent, ils font pas du pot à pot, mais en tout cas, ils les portent et ça apaise les enfants. Ça a été, voilà, là c'est de l'observation empirique, il y a de vraies études scientifiques qui prouvent les effets sur le corps. En fait, c'est un sujet sérieux que tu es en train de développer là. Alors, mais en ces temps de pandémie, mais bien sûr, les câlins, c'est pas anecdotique, hein, ça fait bisounours de dire ça en ces temps de fureur, comme tu le disais, mais en ces temps de pandémie, je disais, il y a même les valeurs de l'autocâlin. On peut s'autocâliner. C'est la masturbation. Mais non, enfin. Je sais pas, mais comment tu fais? On s'enlace et on se... On se dit je t'aime, je m'aime. Oui, mais sans plaisanterie. Il y a un sketch comme ça de Guadeloupéen. J'ai dit moi, je m'aime. Un type terrible qui danse et tout. Mais le rire, c'est pas mal aussi. Le rire et le câlin, c'est pas mal. Hein? Ouais. Yoga du rire.
Ça existe aussi. Et c'est vrai que ça fait du bien, paraît-il. Et ça fait du bien tout court. Une copine guadeloupéenne qui vit en Suède. Qui vivait en Suède, parce qu'elle est décédée. Et qui faisait du Maxette Olson. Et qui faisait du stand-up. Qui faisait des stand-up de rire pour soigner. De yoga de rire. Une guadeloupéenne qui avait souffert beaucoup de toute sa vie. Ah ben écoute, c'est avec elle que je suis partie dans la nuit polaire. La nuit polaire où il fait que nuit. Les gens te disent il fait froid, oui, ok. Mais tu ne réalises pas qu'il fait que nuit. Nuit et jour. Oui, voilà, nuit et jour. Et elle rigolait nuit et jour. Ah ben c'est là que tu vois le bénéfice du rire. Non mais rire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les câlins aussi. Voilà. On a fait provision, là, je trouve. C'est en fin d'année, c'est comme les chocolats. Et alors maintenant, la sylvothérapie, tenir un arbre et puis l'embrasser, on parle de ça aussi, toucher un arbre. Oui, alors l'arbre, il ne dira pas « quelle horreur, ils viennent me donner leurs germes », mais en tout cas, ça peut faire du bien aussi. Il y a des énergies. Oui, des énergies, sachant que... Il faut choisir son arbre. Il faut choisir son arbre parce que ça reste... Tu sais, c'est comme les champignons, ils sont tous comestibles, certains une seule fois. Donc, il faut faire quand même attention à l'arbre choisi. Il faut se poser des questions. Si quelqu'un, c'est un moissonnier qui choisit. Mais s'il ne connaît pas. S'il ne connaît pas. Ah, ça, c'est oui. À l'époque, il n'y en avait pas en Martinique. Il y avait quelques cas de Français qui, mettons, on les a coupés parce qu'on a autorisé. Et puis, on a mis aussi des panneaux et des signes. Après, un sujet aussi merveilleux, on va revenir à nos moutons. Ah oui, et puis terre à terre. Hein. Très terre à terre, la crise sociale en Martinique, la question des prix. Alors, mon introduction, elle était la suivante. Parmi les revendications à traiter au sein des ateliers mis en place pour surmonter la crise que nous vivons, vous savez que nous vivons une crise, vous avez réalisé ça, il y a le sujet permanent, récurrent de la vie chère. Comment faire pour baisser durablement les prix? C'est Daniel qui va nous expliquer ça. Et moi, je dis que si ça relève de l'utopie, elle va nous dire si c'est possible ou pas, pour des raisons diverses, qu'elle va développer, qu'on en prenne acte et puis que soient faits les choix qui en découlent. On en parlait hors caméra. Savoir que nous vivons, nous allons vivre, ad vitam aeternam, dans une société à deux vitesses, avec vous, là, les privilégiés et qui pouvaient aller, sortir votre carte de crédit, et puis toute la masse des petites personnes qui occupent l'autoroute, qui occupent les rayons, en regardant les prix, qui sont toujours frustrés, bombardés par une publicité outrageuse. Donc c'est une société de prix chers, de consommation excessive, de frustration, d'explosion sur les barricades. Daniel, à vous la parole. Oui, alors c'est vrai que les questions, c'est normal, hein, je veux dire que les questions de vie chère reviennent régulièrement. Ce que je crois qu'il faut se poser comme question, c'est peut-être l'approche. Alors, pour un petit rappel historique, la question de la vie chère en 2009 était vraiment, c'est ce qui a marqué, c'est quand même un conflit social qui a impacté aussi bien la Martinique que la Guadeloupe, qui a duré longtemps, 45 jours. Et à la fin de ce conflit, on parlait des prix baissés bas à l'époque, et ça a donné lieu à une réflexion du politique. Et en 2012, quand François Hollande a été élu président, il a nommé Victorin Lurel comme ministre des Outre-mer, et Victorin Lurel a porté une loi qui devait aboutir. Daniel, tu as sauté le bouclier qui est issu, le soi-disant bouclier qui devait le protéger. Non, je ne l'ai pas sauté du tout, parce que c'est la loi Lurel, de 2012, qui a été suivie par un décret de 2013, qui a institué... Et pas en 2009, mais des mesures avaient été prises en 2009. Oui, en 2009, c'est les prix baissés bas, et c'est le panier... C'est pas le bouclier qui a été les 100 produits, mais le bouclier lui-même, c'est Lurel. Je précise, je n'avais pas fait le sujet, donc je me suis un peu trompé sur les dates, mais c'est très important parce qu'il faut savoir à quoi sert cette conférence actuelle. Si elle peut mener à quelque chose, mais je te repasse. Oui, donc 2009, ça a abouti à ça. Ça a abouti au prix avec le panier de la ménagère, les 100 produits. Ça a été une grande discussion. Il y avait les 100 familles de produits ou bien les 100 produits qui devaient être garantis par un prix qui était un prix bas. Donc ça, c'est 2009. Et qu'est-ce que c'est devenu? Alors, voilà. Et bien, en 2012, ça a été légiféré. Et ça a donné deux mesures, le bouclier qualité-prix, et deuxièmement, l'observatoire des prix, parce que, et c'est toujours en vigueur, contrairement à ce que certains disent, le principe, c'est que chaque année, cet observatoire des prix et des revenus fasse une proposition sur la liste des produits, et
c'est fait en relation avec les représentants des distributeurs, et des distributeurs, alors c'est selon si c'est plus de 1000 mètres carrés, moins de 800 mètres carrés, etc. Donc il y a des réunions, ils arrivent à se mettre d'accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, le préfet tranche. S'ils se mettent d'accord, il y a une proposition qui est faite et le préfet prend un arrêté pour pouvoir donner la liste des produits qui constituent ces prix. Et chaque année, ça se fait, le dernier arrêté préfectoral, qui est valable 1 an, il est de septembre 2021. Donc ce bouclier fonctionne. Ce qu'il y a... Non, mais la question qu'il faut se poser, il y a 2 questions. C'est d'une part le contenu, pour savoir comment on arrête le principe, si ça correspond bien aux produits vraiment de nécessité des consommateurs. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc la composition du panier. La composition du panier, et d'autre part, la composition des parties en présence pour déterminer et proposer au préfet. Est-ce que, par exemple, les consommateurs, les associations de consommateurs sont suffisamment représentés? Donc c'est ça. Et moi, je trouve que on ne met pas assez l'accent sur les leviers qu'il est possible d'actionner pour pouvoir modifier cette liste des prix. Et il y a des propositions, par exemple, on propose, les consommateurs disent que l'indication de ces prix, parce que ça existe, mais c'est disséminé dans toute la surface. Donc, il est difficile de repérer. Donc, il y a des associations de consommateurs qui proposent qu'il y ait un espace qui soit réservé à ces produits, de façon à ce que les personnes qui veulent acheter des prix avec que ce soit le moins cher, ils savent tout de suite où aller pour pouvoir repérer, parce que c'est une technique de consommation de répartir ces prix, parce que les gens, ils n'ont pas le temps, donc finalement, ils prennent le prix. Donc, il y a matière, et moi, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur les leviers qui sont possibles d'actionner pour pouvoir élargir la liste, la recomposer et pour pouvoir disposer pour l'accès aux consommateurs. Et il y a un autre point, moi je crois qu'il faut signaler, parce qu'on ne s'en souvient pas suffisamment, c'est qu'en France, les prix sont libres. Donc par conséquent, il y a beaucoup de fois on entend l'État devrait intervenir, l'État devrait faire ci. Les prix sont libres. Donc à part dans le domaine de l'énergie, c'est-à-dire du gaz et de l'essence pour lequel c'est fixé par arrêté préfectoral, parce que la loi, et c'est le fameux décret Lurel, la loi Lurel et le décret, qui disent que dans les pays d'outre-mer où la concurrence n'est pas suffisamment opérationnelle, l'État peut intervenir. Donc là aussi, il faudrait qu'il y ait une réflexion des différents acteurs martiniquais et guadeloupéens en Guadeloupe pour déterminer les secteurs dans lesquels on pourrait demander à l'État d'intervenir davantage. Parce que le principe, c'est que l'État n'intervient pas. C'est le jeu de la concurrence. Mais comme nous sommes un petit territoire, nous sommes insulaires, petits, donc la concurrence s'exerce moins que dans des grands pays. C'est-à-dire que les marques peuvent, pour attirer le client, vont faire des baisses de prix. Là, quand le marché est captif, la concurrence joue moins. Et donc, il y a matière à travailler, c'est pas que c'est la question, mais il faut bien prendre conscience des réalités et aussi savoir sur quoi on joue. C'est un problème excessivement complexe et qui fait que, en dépit de toutes les améliorations qui ont été apportées à cette question, en dépit du fait qu'on ait localisé à l'époque, en 2009, l'existence d'intermédiaires inutiles, de comptoirs d'achat, de réunions de groupes, de vente et de revente, qui faisaient chaque fois une augmentation du prix, que malgré tout, on garde un différentiel. Oui, la structure des prix, c'est toujours la même chose. On garde un différentiel de près de 10 à 15% de prix plus cher que... Alors, quelquefois. Alors, il y a certains produits. Alors, il y a un site qui est intéressant. C'est ça que j'ai fait la moyenne de 10 à 15% sur l'ensemble des produits. Tout à fait. Et il y a des prix qui sont moins élevés. Mais c'est vrai que globalement, mais il y a les frais de fret, de transit, d'assurance qui sont incompressibles. Nous sommes d'accord. Mais je pense qu'il faut que quelqu'un, quelque part, y participe. Il faut que peut-être qu'au niveau des marges, que les marges soient globalement bloquées sur ce pays. Alors ça n'irait pas, ça fait en contradiction avec le principe français avec la loi française. On ne peut pas bloquer, c'est pas possible. Mais moi, je te dis que si nous n'avons pas une petite part d'utopie dans nos propositions, on est foutu, Daniel. On est foutu.
Si on n'a pas une petite part d'utopie, qu'on ne murmure pas au coin des gens qu'il faut avoir des idées, que tout en restant, en faisant pas la révolution, en faisant pas les barricades, en n'étant pas des opiniâtres de lutte des classes, en ne crachant pas sur les béquets, qu'il faut quand même prendre des mesures assez draconiennes, qu'il faut qu'au niveau global, il y ait une restriction du bénéfice des personnes qui en font, ils en font quand même. C'est tout ce que je voulais dire, ce qui me permettra de passer. Oui, c'est un autre débat, ça. Ah oui, c'est un autre débat, mais il ne faut pas nous fermer à cette... vers un autre débat. Ouais, il faut nous fermer à quelle société nous voulons. Une société de compulsion, une société de frénésie, d'envie de consommation, de frustration, parce que c'est les mêmes personnes qui vous parlent de liberté, ils ont aussi la liberté de faire naître en des personnes qui sont à 30% illettrées, à 30% frappées d'électronisme, c'est-à-dire qui n'ont pas la possibilité, comme nous, d'aller voir d'autres articles, d'autres sources d'informations que la piètre information que nous-mêmes donnons aux auditeurs, aux Martiniquais, pour avoir l'esprit ouvert. Il faut leur donner un petit peu d'imaginaire, d'ouverture, qui se disent peut-être qu'il faudrait qu'on vive autrement. Peut-être qu'il faudrait qu'on vive autrement dans ce pays-là. Il faudrait qu'un pays où on n'est pas à tout moment bloqué, on n'est pas à tout moment brûlé, on n'est pas vilipendé, on n'est pas frustré, on n'est pas dans une tension. On ne peut pas vivre heureux. C'est impossible d'imaginer qu'on puisse vivre heureux un jour. Alors c'est tout ça qui fait que le bonheur. C'est la raison pour laquelle le CSSM a interrogé la population. Sujet qui aurait dû être traité par notre ami Christian, mais qui, pour des raisons très importantes, je ne dirai pas lesquelles, ne peut pas être avec nous. Et le CSSM, alors le CSSM, c'est quoi encore? Le CSSM, c'est l'organisme, si vous voulez, qui est adossé à la c'est le Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. Voilà. Très bien, merci. Donc le CSSM a interrogé la population pour savoir ce qu'elle pensait de cette situation et les propositions que la population souhaitait partager pour permettre un avenir meilleur. Parce que le CSSM part du principe que nous ne sommes pas si couillons que ça, que nous pouvons avoir une opinion, une idée sur la société dans laquelle nous voulons vivre. Question 1. Soutenez-vous le mouvement de grève contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire? Je soutiens, alors 1313 réponses quand même, en quelques jours. Je soutiens la grève à 26%. Je ne soutiens pas la grève, même si je suis contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire à 18%. Je suis contre les revendications, 36%. Positions différentes, totalement différentes, peut-être mitigées ou autres, ils disent 21%. Ce qui fait que 18 plus 36 égale 52% de personnes qui sont contre cette grève. Est-ce que j'ai faussé les chiffres? Bon, c'est sûr que ce sondage a été énormément critiqué sur les réseaux sociaux. Je ne me fais pas non plus défenseur du CSSM. C'est une opinion que d'autres sondages, ça fait que les syndicats s'organisent et qui trouvent des moyens d'interroger leur population et de ne pas clamer. N'empêche que le CSSM, qui est l'organisme démocratique et qui est lié à l'organisme qui doit gérer notre vie, notre bonheur, notre devenir, qui est la collectivité, il nous dit que 52% des Martiniquais sont contre la grève. Je ne me mets pas caponada, mais enfin je donne le chiffre. Quel est votre sentiment sur les mois à venir en Martinique? La situation va s'améliorer, 23%. Ça, c'est les optimistes. Je suis de ces 23%. La situation ne changera pas, 25%. La situation va se dégrader, 52%. C'est triste, quand une personne sur deux pense que la situation va se dégrader à la Martinique, ça veut dire qu'on va être dans le bam-bam. Je parle très simplement pour qu'on ne fasse pas une émission intellectuelle. On va être dans la mouise, on va être dans le malheur, on va être dans le désastre, on va être dans la tristesse, dans le chagrin. Une personne sur deux. Non, on ne va pas être, on y est. C'est-à-dire que les gens, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de perspective positive. Ouais. C'est quand même ça le pire. Tu peux être dans une situation compliquée, mais tu espères en un avenir meilleur. Aux 52% de venir nous rejoindre, nous les 23%, et d'espérer que la situation va s'améliorer. Allons faire en sorte que la situation s'améliore. Ok. Il est malsain pour le groupe social, sans espoir d'améliorer la paix et l'équilibre. Ça, c'est mon commentaire. Que faudrait-il mettre en place en Martinique pour améliorer la situation sociale et économique? C'est la troisième question. Alors, ils ont synthétisé les 1431 propositions et puis ils ont fait des lignes de force. Ils ont sorti 5 priorités exprimées par les Martiniquais, qui sont le dialogue citoyen. Ça veut dire plus de barrières Vauban à la rue de la préfecture, nuit et jour. Aider, espérer une solution à la conférence de chimie, la conférence de la méthode là, qui a été mise au point. Les ateliers de travail. Deuxième point, la sécurité. Ça veut dire plus de manifs, c'est moi qui paye, ça c'est de moi.
Alors, la réponse, les gens veulent dans un premier temps un dialogue, qu'on se parle. Ils veulent, et j'ai fait mes commentaires. Dans un deuxième temps, ils veulent la sécurité. Et je fais mon commentaire. Ça veut dire plus de manifs pour obtenir plus de personnel pour les forces de l'ordre. Du coup, on les donne parce que c'est pour le moment nécessaire, mais après, on ne pillera plus. On ne va plus couper des arbres centenaires au rond-point pour boucher les ronds-points. On peut circuler. Comme disait Marie-Jeanne, pas ne doit circuler dans le pays moins. C'est la fin de Marie-Jeanne. Ma référence, elle est bonne, elle est juste. Bon, route sanctuarisée. Dans toute c'est qu'à la Martinique que l'on voit ça. On voit pas ça à Saint-Kitts, on voit pas ça à Nevis, on voit pas ça à Barbade, on voit pas brusquement un pays où on coupe des arbres et on bouche les routes parce qu'on veut revendiquer quelque chose de gouvernement. Mais ça veut dire fouillons l'indépendance comme ça, fous-nous l'indépendance comme ça ne va. Je ne veux pas de l'indépendance. Mais si ça peut apporter, qu'on ne coupe pas les arbres, de beaux arbres dans les ronds-points, qu'on puisse établir la sécurité, établir le dialogue, j'arrête. Vie chère. Quatrième préoccupation des Martiniquais, c'est la vie chère. Et troisième, éducation et formation. Oui. Ouais. Alors, au niveau de la vie chère, ce que je peux dire, c'est que, je l'ai déjà dit, il faut limiter les marges, globalement, c'est tout, point barre. Contrôle strict des prix, tripler les services de la répression des fraudes, c'est un autre nom, hein. Il change tout. La France a une proportion, c'est prendre le même service, les mêmes personnes, les mêmes gens, puis mettre un autre acronyme, un autre nom dessus. Donc, calculer ça, la répression des fraudes, le contrôle des prix. Et puis on ne peut pas compter sur la seule concurrence. La seule concurrence donne une propension à vendre, à vouloir acheter et à créer ce besoin, cette compulsion et en même temps cette tendance, ce poids sur les prix. Et puis le lien social. Et pour le coup, tu vois 1 et 5. 1 et 5, c'est fou comme on dirait que les Martiniquais ont besoin de se retrouver. Ils savent ce qu'ils veulent. Dialogue citoyen et lien social. C'est quand même, on voit bien le fait que c'est comme s'il y a une rupture. Et qu'en deux, il y ait l'aspect sécuritaire, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Ça veut dire que les gens ne se sentent plus saufs, on ne se sent plus en sécurité chez soi. C'est quand même et ça veut dire qu'il faut offrir des espaces d'échange. Parce que peut-être qu'il faut qu'on revoie la façon dont la société était organisée pour qu'on dise, on discute de telle façon entre qui et qui. Là, il faut on a parlé d'intelligence collective à une émission, on a vu comment, avec la mise en place d'outils numériques, on pouvait faire cette espèce de démocratie participative, mais au niveau numérique. Donc c'est intéressant. En d'autres termes, on ne peut plus compter sur les bancs de la savane de Port-de-France. Oui. J'ai repris un titre qui n'est pas de moi, d'un article sur la question. Les mots de silence, un grand poète martiniquais est né, Laurent Christian, dont va nous parler Daniel Marceline. Oui, alors c'était le 31e prix Carbet de la Caraïbe et du tout-monde. C'est un prix qui existe donc depuis plus de 30 ans. Et qui a comme particularité de se réunir soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui a dans son jury martiniquais, guadeloupéens, guyanais, haïtiens, brésiliens, parisiens, comme Foncoa, mais qui est de présence africaine. Donc c'est vraiment, le jury est représenté par des Caribéens et par des personnes qui ont aussi un imaginaire, qui soit un imaginaire complexe. Et ce prix, c'est l'occasion chaque année de mettre en lumière un écrivain, et cette année, c'est un Martiniquais. Alors, Laurent Christian, c'est en fait, il dit qu'il a utilisé la graphie créole avec deux de ses prénoms. C'est pas son vrai nom. On peut trahir le secret de Polichinelle. C'est le fils de Christian Sulé, ancien directeur de l'ARS, qui me permet de le dire. Donc, oui, alors, donc c'est un poète. C'est pas un romancier, c'est un poète. Et son ouvrage, Les mots du silence, c'est un poème. Et on le reconnaît comme vraiment une voix particulière. Raphaël Confiant a eu l'occasion il y a quelque temps de signaler cette voix particulière.
Et le prix Carbet, donc, qui met en lumière cet écrivain, est aussi l'occasion d'un cérémonial, d'une cérémonie, et notamment de colloques. Il y a un colloque, il y a une espèce de concert, il y a des textes qui sont lus. Et le colloque cette année était sur la transmission, les femmes et la transmission dans la Caraïbe. Et avec un certain nombre d'intervenantes, que des femmes, Gaëlle Ortavia, Paris Valdor, Moncé Caster. Et donc, c'est toujours une occasion, la remise du prix Carbet. C'est un événement culturel. Et je crois qu'il a déjà eu lieu en Martinique. Hein, et je pense qu'il était important de signaler. Puis ça permet de faire un coucou à Édouard Glissant et à sa famille, dont on a parlé. Parce que c'est lui, à Sylvie, qui gère oui. Sylvie dirige l'Institut du Tout-le-Monde, puisque c'est l'Institut du Tout-le-Monde qui organise ce prix Carbet et qui organise régulièrement des réunions avec des podcasts, des intervenants qui sont donc accessibles par tout le monde. Et ça, je crois que il faut le saluer et que ça nous permet d'avoir une respiration qui est positive en cette fin d'année. Ce recueil poétique lit notre désarroi et nos espoirs actuels par lesquels nos silences se déversent en lave éruptive, brûlant au passage nombre de nos renoncements hypocrites. C'est pas moi, hein, j'ai lu ça. Ça c'est de lui maintenant. Pour attendre la fin du monde, la poésie est une manière d'exister, un mode d'exigence, une façon d'habiter la vie de manière désincarcérée. Certains la considèrent comme affaire inutile et marginale, préoccupation des rêveurs, déconnectés, mais c'est probablement aussi faire l'expérience du chaos. Et ça continue. Je vais arrêter là, parce que c'est beau, si je me laisse emporter, on va faire une émission de 2 jours. Voilà. Alors, il est plein d'humilité, mais je pense qu'il a une puissance. Laurent, retenez ce nom ? Laurent Christian. Qui est, comme tu le disais, une écriture créole de son prénom français, Laurent, et puis le prénom Christian. Je pense qu'on entendra encore parler de lui. Il a pour particularité, Christian, celui-là a des fils originaux. Nicolas Escuel est son autre fils. Son autre fils avait été l'organisateur des grandes rencontres de surf dans le Nord. Donc ce sont des garçons qui sont vraiment créatifs. Oui, dont tu as parlé tout à l'heure. Et originaux, c'est là. Voilà, absolument. Christian est là avec nous. Bon, avec beaucoup de joie. Il a pu se dépêtrer de ses obligations multiples. J'ai pu terminer plus tôt, disons. Et puis, on va éventuellement en profiter. Voilà un sujet que j'aurais été obligé de traiter moi-même, c'est celui d'une année encore désenchantée pour les chantées Noël. Déjà en 2020, la situation sanitaire avait empêché que nous respections notre tradition culturelle et musicale. Et voilà que maintenant, nos groupes, je vais les citer pour qu'on puisse, un peu comme on cite les yoles, tu sais. Alors, les groupes, j'ai essayé de faire tu vas me dire si j'en rate, hein. Alors, les groupes de chantées Noël, c'est les Troubadours, avec Henri Randol, qui est président des Troubadours, Racine Noël, le responsable, c'est Henri Randol, Ravine Plate, Saint-Bert-Troudoir, le leader, Bakwa Noël, avec Robert Mavunza, comme je dis. Et tous disent que ce Covid nous vole notre identité, nous vole notre patrimoine, plus un couvre-feu à 20h qui nous permet de faire un chanté Noël. Les vrais chantés Noël se font la nuit, ce qu'on essaie de faire la journée ne tient pas avec un public réduit. Mais tu as une information à nous donner qui nous a échappé à tous les trois, c'est qu'il y a quand même un substitut, il y a quand même une panacée, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui se passent. Écoutez, c'est vrai que j'ai découvert en télévision des tournages qui ont été faits à l'habitation Clément, et j'ai trouvé ça ravissant, j'ai trouvé ça charmant, avec des plans sur effectivement les espaces aquatiques, avec des plans sous les palmiers, avec des lumières. J'ai trouvé ça très bien, et je me suis laissé penser que c'est bien que l'habitation Clément ait répondu favorablement à l'accueil de ces groupes. Voilà. Je prends un thème que tu aimes bien, ce sont des solutions innovantes. Oui, absolument. Voilà. Alors, j'aimerais dire encore, et on l'a dit ici, que les chantées de Noël sont devenus des produits culturels aujourd'hui. Et c'est pour cela que mon idée était de dire à tous les touristes, venez chanter Noël en Martinique. Parce que chanter Noël, c'est au-delà du chant, c'est de la joie, c'est des échanges, c'est de la consommation locale, et puis c'est de l'économie. Absolument. Mais ce temps reviendra. Voilà. Faut espérer. Alors, souvenez-vous qu'il y avait la Mantel l'an passé avait organisé un Noël Drive.
c'est-à-dire que les gens de leur voiture pouvaient assister au spectacle. Et il y a la commune de Ducos. Oui, La a fait une commune belle de Ducos, innovation. un char. Oui, Je ne sais pas si cette année il a eu lieu. Oui, cette tout à année. fait, tout à fait. Oui. Cette année. Et puis en quelque part, tout ça, on peut espérer que les gens reprendront en famille la tradition des chants de Noël. Moi, ça me fatigue un petit peu. Mais moi, il y a une petit petite question bouquet. quand même que je me pose, hein, parce que j'ai entendu, il y a un morceau de La divinité de la perfecta. C'est le bagage qui a fait moins plaisir. Ça a été mis en Noël. Ouais. Il y a beaucoup de morceaux de la tradition, enfin de nos patrimoines, qui sont transformés et en chantés Noël. Alors c'est à la fois intéressant, mais c'est à la fois trop facile. Enfin, je vous donne mon sentiment. opinion. Hein. Et si tu veux, bon, qu'il y ait de la créativité, mais qu'il y ait une déformation de toutes les chansons traditionnelles pour les mettre en Noël, ça ne me paraît pas forcément la meilleure solution. Voilà, mais enfin, bon, ceci étant, c'est subjectif, mais en tout cas, je tenais à faire cette remarque. Ça demande une réflexion. Ça demande une Bon, réflexion. on va passer au cinéma, là, on peut y aller maintenant. hein. Nadia, Madame Cinéma. Allons parler cinéma avec un hit, West Side Story. On s'en souvient Un tous. classique, Ah oui, bien sûr. Un classique des Qui classiques. nous a, ouais. 1961. Je sais Oh, pas. c'est pas On l'a dire. vu, oui, on l'a vu plusieurs fois. hein. Oui, et puis on s'en lasse pas. C'est finalement une histoire, c'est Roméo et Juliette dans les années 50, vu dans le rapport entre les New York, entre les Blancs et les Porto Rico. Latinos. Latino. Et 60 ans plus tard, c'est 60, ouais. Spielberg, il réalise un remake. Il y tenait hein, depuis vraiment très longtemps, c'est vraiment un projet de longue haleine. Et il remet et il réalise son film, retardé par la pandémie, mais pour le coup ça tombe parfaitement. Il sort son West Side Story à lui. Il a vraiment répliqué le film. Il n'a pas adapté, par exemple, aux problématiques actuelles. Il a vraiment repris de façon latine, mais de façon beaucoup plus authentique aussi. Et authentique, c'est que le film d'origine, c'était que des acteurs blancs qui étaient grimés plus ou moins, un peu latino, avec des accents à couper au couteau. Là, vraiment, là pour le coup, c'est sous-titré. C'est-à-dire que quand il parle, quand il y a des parties en espagnol, C'est espagnol. c'est de l'espagnol et c'est sous-titré en anglais. Donc c'est vraiment authentique. Et il y a dans ce film de plus de 2h30, il y a dans ce film un petit personnage hyper secondaire qui s'appelait Anybody. C'était un petit tomboy, c'était un petit, une petite fille un peu garçon manqué, qui était rejetée par les... Qui est venu là maintenant créer le Oui, le alors problème. ce petit personnage dont personne ne se souvient particulièrement, Oui. qui est aussi et dans le film, Ben le oui. remake de Spielberg. Et là, pour le coup, il l'a mis au goût du jour, puisqu'il est interprété par un acteur non-binaire. Vous vous rappelez Yel. Ah, bravo, vous suivez. Yel. Résultat des courses, eh ben, le film événement de Spielberg eh ben, va être interdit dans plusieurs pays. Et notamment tous les pays du Golfe, puisque ce transgenre ne fait pas partie des choses qui sont... Voilà, c'est pas appréciable, et donc le film se prive. Il n'est pas né à rien pour y faire, ces mondes-là. Mais c'est peut-être ce qu'ils se disent du film de Spielberg, puisqu'il n'avait rien à faire. C'est intolérant. On est... Tolérons l'intolérance. Voilà. Mais comment un petit personnage secondaire de film peut interdire un film qui est intéressant, qui est bien. Voilà. Et qui joue sur la carte de l'authenticité parce que ça aussi c'est important. Hein. Mais c'est une propension que ces pays-là ont. C'est pas le seul film qui a été interdit pour des choses secondaires comme ça. Oui. Marvel. Enfin, alors, les Marvel, c'est le fameux film Les Éternels. Oui. Alors, c'est vraiment particulier. Je vous ai parlé l'année dernière, en début d'année, de Nomadland, réalisé par, j'ai oublié son prénom, Zhao. Bon, bref, une réalisatrice chinoise, une jeune femme réalisatrice chinoise. Qui fait plutôt des films intimistes, des films vraiment qui dépeignent comme le western. Chloé Zhao, voilà. Zhao, merci Gérard. Qui dépeint vraiment l'Amérique profonde dans plutôt les Américains oubliés, pas les grandes villes, etc. Et là, elle fait un vrai. Elle avait été récompensée. De son pays, donc d'origine la Chine, du bout des lèvres. Ils ne l'aiment pas beaucoup. Elle n'est pas assez pro-chinoise, ils estiment. Mais ça, c'était un petit baiser de deux hommes, quoi. Tout, c'était que ça, Les Éternels, un film de Marvel, donc vraiment grand public qui inonde le monde. Et boum. D'abord, très rapidement, Arnaud Dolmen vient d'être nommé parmi les 5 meilleurs batteurs de 2021. C'est
un Guadeloupéen qui a un grand-père martiniquais. Et il a été donc couronné par Jazz Magazine et Jazz News. Et il a sorti un album qui s'appelle Tomber l'évé. On va parler de lui longuement. J'ai parlé de ça à Thomas qui se trouvait à Paris. À Paris, absolument. C'est Michael Feu-Follet, nous avons un collaborateur, fils de Christian qui est bon, il prend l'avion chaque semaine, qui m'a expliqué qu'Arnaud Demel devait faire partie de Global, de l'orchestre de Big In Jazz Collective, devait enregistrer, il devait faire partie, et qu'il était occupé, donc il n'a pas pu participer à la résidence d'artistes. Mais il a participé à plusieurs festivals Big In Jazz. Mais il avait déjà participé à plusieurs festivals Big In Jazz. On va en revenir, il a joué avec les plus grands. Il a joué avec Charles Bard, il a joué avec Mario Canonge, Alfredo Rodriguez, qu'on aime beaucoup, qui a aussi joué au festival. Et je pense que maintenant, on peut revenir à nos amours. Et puis, je pense qu'on a peut-être une vidéo de Big In Jazz Global. J'ai repris l'idée de café en fabriquant une caisse Clerca sur laquelle j'ai rajouté un staccato. La particularité de mon set, c'est que j'utilise un pupitre. Je joue dessus comme ça, avec un beau son en plus. Et la caisse Clerca. Je crois que on peut jouer la musique Gros-Ka sans avoir de tambour, parce que le Gros-Ka, c'est pas forcément, c'est le tambour certes, mais c'est un sentiment aussi. Je m'inspire de ce que j'ai appris à l'école de musique, c'est-à-dire l'école de Georges Troupé, la musique Gros-Ka. C'est-à-dire c'est un mix entre la musique traditionnelle, la musique du Gros-Ka moderne aussi, mais aussi la musique jazz que j'adore et les autres musiques que j'ai appris après, cubaines, brésiliennes, arabes. Alors notre fils, Christian et à moi, on les fait ensemble. Thomas, que j'ai eu à Paris au téléphone, m'a dit que là, Christian, je te passe la parole, c'est sa séquence Playel. Ah ben oui, enfin, bon, je rappelle bien évidemment que la salle Playel, le 13 décembre dernier, lundi dernier, oui, il y a eu un concert avec les 10 meilleurs albums de jazz de France. Et le Big In Jazz Collective est parmi ces 10 meilleurs albums. Donc, il y a eu Maherbo qu'on a vu à l'Atrium samedi dernier. Il est parti dimanche pour pouvoir intégrer la formation. Ils ont répété très rapidement et ils ont présenté 2 ou 3 morceaux dans le cadre de cette manifestation. Alors, il semble que c'est eux qui ont réveillé la salle. Thomas m'a dit qu'ils ont eu les seuls à avoir un standing ovation. Voilà, standing ovation. Voilà, c'est ça. Ce qui montre en fait la qualité du jazz que nous pouvons porter à l'espace de la France, si je puis dire. De notre Big In Jazz. Voilà, absolument. Je crois qu'on a un petit moment très cool de répétition. On a peut-être une vidéo, je pense.
Alors, Christian, Oui, c'est un titre qui s'appelle Chilou, ouais. et qui a été composé par Alain Jean-Marie, oui. et qui figure sur l'album qui est sorti en 1970 avec Solon Gonzalez, Winston Berkeley, dont on a parlé la semaine dernière. Alors, ce titre a été repris, bien évidemment, dans le cadre, effectivement, du Big Jazz Collective. Alors, j'aimerais ajouter la chose suivante. J'ai assisté à beaucoup de festivals de jazz, et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi le jazz ne peut pas être fait à partir de nous-mêmes ? Et je suis très heureux de voir aujourd'hui la sensibilité de ces musiciens qui captent cette œuvre et puis qui la transforment et puis qui proposent au monde notre jazz à nous. Ce que tu veux dire, à une génération près, parce que c'est toi qui as eu l'idée. Parce que pour raconter une petite histoire, j'étais embarqué dans l'histoire de West Indies Jazz Band que Fanny Odiak m'avait flanqué, et tu m'as dit, mais Gérard, qu'est-ce que tu as fait West Indies Jazz Band? On a fait Begin Jazz, et puis on a fait Begin Jazz. C'est toi qui as eu cette sensibilité par ce thème d'Alain Jean-Marie, et tu découvres après que tes fils, oui, 20 ans après, ils ont adhéré, absolument. Alors, magnifique. Encore une fois, c'est l'occasion de rappeler que sur cet album, il y a Alain Jean-Marie, mais il y a aussi Marie-Josée Ali, Thomas Ling qui a été repris, il y a aussi Mona qui a été repris, il y a beaucoup de compositeurs de nos traditions, si vous voulez, et les compositeurs de Big Jazz Collective se sont emparés de ces œuvres pour leur donner d'autres définitions, une autre manière de voir, et j'espère un public plus large. Album qui est en vente. Enfin, tout à fait. De choses, tout à fait. Qu'il faut offrir pour la fin de l'année. Qui est là et qui est à la disposition du public. Voilà. On ne peut pas faire plus. Parce que en tout cas, le succès qu'on a eu le 13 à la salle Pliel est très encourageant et motivant. Ça préfigure Vienne. Ça préfigure Vienne. Déjà, ça préfigure le 3 février. Le 3 février, le New Morning. J'aimerais aussi rapidement vous dire que le 7 février, il y aura aussi un grand hommage à Marius Cultier qui sera fait à Châtelet. Auquel nous serons associés. Nous demandons bien évidemment que la collectivité et la CTM aussi soient associées. On va faire le nécessaire pour ça, parce que c'est des occasions, à mon avis, d'afficher une Martinique gagnante. Au Châtelet. Et pas n'importe quel côté. Au Châtelet, absolument. Voilà. Et puis, on sera bien évidemment le 22 juillet au Festival Jazz à Vienne. Et nous espérons en août au Festival Big Jazz, ici à la Martinique. C'est pour dire que ce sont des solutions alternatives que nous avons trouvées à les possibilités de faire les grands meetings, les grandes réunions musicales que nous faisions pour propulser, pour faire la propagande, c'est vraiment ce qu'on veut faire, la diffusion de notre musique, de musique de qualité martiniquaise, en rappelant aux disc jockeys, comment ça s'appelle, aux programmeurs. Oui, programmateurs de radio. Non, mais c'est lamentable. Non, c'est pas lamentable. Il faut leur expliquer. Non, ils peuvent donner un petit coup de main, fraternellement et gentiment, parce que le juste, le bien, le vrai et le beau, ça permet d'élargir l'esprit et de mieux comprendre les choses. C'est bien de finir comme ça. À très bientôt. À très bientôt. Bonne fête à tous et à toutes, bien sûr. Dites-nous, aimable Dieu, est-ce que vous brisez nos chaînes et vous partagez nos peines? Dites-nous, aimable Dieu, est-ce que vous brisez nos chaînes et vous partagez nos peines? Oui, pourquoi toute l'humanité cachez la divinité à votre adorable image? La matinée est votre. Mais pourquoi toute l'humanité cachez la divinité à votre adorable image? La matinée est votre. Ces liens et ces drapeaux nous replacent tous nos mots. Notre liberté perdue nous sera rendue. Mais ces liens et ces drapeaux nous replacent tous nos mots. Notre liberté perdue, aïe aïe aïe, nous sera rendue. Oui, je vois votre humanité et comment ma vanité. Je ne puis jamais descendre pour venir vous mettre à France. Mais je vois votre humanité et comment